2 associations. Tous les costumes ont été conçus pour Trisomie 21 Loire par Magali. Est-ce que vous êtes prêts? C'est beau? On peut peut-être envoyer la musique. Ici ça fait de la zig juste pour déconner. Chez toi ça se tire dessus pour des cabriolets. Des tonnes de sang de surplus, je sais plus quoi donner. J'attends toujours celui. Actuellement, c'est Erwan de Enfant Soleil 01. Ensuite, on a Mathis, Enfant Soleil 01. Léa. Clémence de Trisomie 21 Loire. Suivi de Adrien. Jusque-là. Armand de Trisomie 21 Loire. Pour les trophées on a tout fait. On a bouffé du peur à s'en étouffer. Chercher la gagne sans la toucher. Éviter le bain et c'est bouché. Nord, sud, c'est la crise. Moi de l'est à l'ouest qui. Tous les costumes ont été conçus par Magali. Gros travail de création. Nous avons Laura, Trisomie 21 Loire. Suivi de Soufiane. Mais qui aurait pensé qu'on ferait manimal sans prise de tête, au moins qu'on fait la malle. Ça dans une époque où les rimes attirent les balles. Ils ont été coiffés par Giovanni et maquillés par Sarah. Céline de Trisomie 21 Loire. Toujours habillée par Magali. Pour le deuxième passage, nous avons Erwan de Enfant Soleil 01, Mathis. Léa. Armand et Clémence de Trisomie 21 Loire. Les costumes créés par Magali. Coiffé par Giovanni, maquillage de Sarah. Céline et Adrien. Laura et Soufiane. Gros travail de préparation de Magali, on la remercie beaucoup. Is me and my girl.
Merci au coiffeur Giovanni et à la maquilleuse Sarah qui se sont rendus disponibles pour venir travailler avec les personnes qui défilent. Merci à Magali pour tout le travail qu'elle a fait. C'est un gros investissement de temps, de disponibilité, de création. Merci aux deux associations d'être disponibles, Enfants Soleil 01 et Trisomie 21 Loire. Merci à tous. Monsieur Dominique Rongione de la région, qui est conseiller auprès du président, voudrait vous dire quelques mots. Il n'y aura pas de réponse, que j'ai déjà répondu ce matin par anticipation. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi, vous savez, de pouvoir ouvrir cette deuxième partie je vais me dire un peu plus, je crois que madame réclame que je sois un petit peu au milieu. Il y a, pour ce qui me concerne, des moments un peu plus rafraîchissants que les autres. Et il est vrai que ce que je viens de voir au travers de ce défilé fait du bien à la fois au cœur et fait du bien tout simplement. Voilà, c'est bon là ? Bien. Lorsque M. Richard a demandé au Conseil régional d'être hébergé pour cette journée mondiale de la trisomie, il est évident qu'on ne pouvait que répondre oui. Et c'est pour cette raison que je suis heureux, à titre personnel et au nom du président, de vous recevoir finalement chez vous, puisque c'est votre établissement. La trisomie 21, pour moi, c'est quelque chose qui me parle, pour une raison tout à fait simple. C'est que dans une autre vie, j'avais comme ami, je ne sais pas s'il est là, Pierre Micoulou, il n'est pas arrivé, peut-être non. Un ami qui un jour est venu me voir et m'a dit « Dominique, eh bien, je viens d'avoir un enfant et il est trisomique 21 ». Et c'est vrai que ça a été pour moi un moment de partage avec lui, moi avec mon traumatisme médulaire et lui avec la perspective d'une vie, disons, différente. Moi, ce que je tiens vraiment à dire, et sans en faire des tonnes, c'est que la personne différente, c'est quelque chose de très important. La région Rhône-Alpes, on a dû vous le dire 1000 fois, n'a pas compétence directe sur la personne handicapée, mais comme on se plaît à le dire, on se mêle de ce qui nous regarde. Y aurait-il deux sortes de Rhône-Alpins ? Non. Je crois vraiment, sincèrement, que le fait d'avoir une culture, et la somme des cultures fait la culture de la cité, la trisomie 21 en fait partie. Moi, je voudrais relativement être fort sur un thème, c'est la famille. C'est-à-dire, je crois beaucoup à cette notion de famille, de cet accompagnement de la famille qui est pour moi extrêmement importante, à telle enseigne que nous sommes en train, l'exécutif ici à la région, de réfléchir à une formation des aidants. Il est très difficile au jour d'aujourd'hui d'accompagner une personne, qu'elle soit
trisomie, Alzheimer, etc., sans connaître finalement les bases, qu'elles soient pathologiques ou les bases techniques, pour accompagner cette personne dans les meilleures conditions. Ce que je sais par contre, c'est que... Pierre, c'est toi? Voilà, viens, Pierre. Alexandre, viens. Viens, voilà, viens vers moi, viens. Je vous parlais de Pierre, le voilà, et Alexandre, le voilà, avec la maman. Viens, Alexandre, viens. Alors, le voilà, c'est lui. Regardez ma vedette. Le voilà. Parce que ce qui était important pour nous, il faut passer des paroles aux actes. Parler de la trisomie 21, c'est bien, mais nous, on en a fait. Voilà Pierre. Et, non, j'ai vu, c'est pas j'ai vu. C'est sa petite amie. Salut, mon Pierre. On s'embrasse, excuse-nous. Salut, mon grand. Tu vas bien? Bien. Tu te reconnais? Alors, ce qui était important pour nous, c'est de passer des paroles aux actes, c'est-à-dire que c'est bien de parler de la trisomie, mais encore fallait-il la mettre en lumière. Donc, on a pensé que l'affiche institutionnelle de la région Rhône-Alpes, la voici, eh bien, il est une personne, notamment au niveau de la formation, qui soit représentée non pas par par une espèce de monsieur qui n'a absolument pas de handicap et que l'on voit sur les photos. Non, nous, on a pris notre Alexandre. On avait un film institutionnel pour les transports qui en a pris notre Alexandre. Alors, je veux dire, c'est une véritable vedette. C'est un petit peu un Alexandre que c'est vrai. Alors voilà, je voulais vous dire ça. Je voulais vous dire aussi que la formation aux aidants est importante. Et je crois aussi, pour en avoir parlé avec M. Richard, il y a tout le problème de la recherche. C'est-à-dire qu'il faudrait que, chemin faisant, tous ensemble, nous puissions évoluer sur le phénomène de la recherche. Il y a certainement là beaucoup de choses à voir. Mesdames et messieurs, moi, une journée comme ça, j'en veux souvent. Seulement le problème, il est que c'est parfois complexe et que quand vous vous réunissez comme ça, pour les personnes modestement que je suis, il est toujours bien agréable de déterminer, quand vous finirez cette belle et grande journée, de sortir avec une action, si possible, que vous aurez vue ensemble et que, éventuellement avec M. Richard, je pourrais porter auprès du président Kiran, qui vous salue bien évidemment. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire, en vous souhaitant vraiment une deuxième partie de journée de belle qualité. Et puisqu'il est venu, je vais à la fois passer un mot, c'est pas prévu, hein, mais c'est pas grave, on est entre amis, au papa d'Alexandre et après avec Alexandre. Pierre, à toi. Moi, je voudrais simplement revenir sur ce qu'a dit Dominique. Alexandre était très content quand il était sollicité pour faire ce petit film, ce petit commentaire pour les affiches de la région Rhône-Alpes. Ça a été une très très bonne expérience pour lui. Il s'est pris l'espace d'une journée pour un acteur de haut niveau, donc il s'est bien régalé, surtout pour le maquillage. Voilà, mais il a été très content de le faire et puis maintenant il en est très fier puisqu'au travers des affiches qui ont été faites par la région Rhône-Alpes, eh ben, il se retrouve un petit peu de partout, donc de temps en temps, ça le fait plaisir de se voir. Voilà. Avant de vous quitter, pour ce qui me concerne, j'anime ici, au sein du Conseil régional, une commission extra-régionale. Ça serait intéressant qu'une ou deux personnes de chez vous, pas trop loin de Lyon, puissent, c'est une fois par semestre, hein, la commission extra-régionale, ce sont des experts, c'est le tissu associatif, et nous réfléchissons sur le devenir de la personne handicapée. Ce serait intéressant qu'une ou deux personnes de chez vous puissiez intégrer cette commission extra-régionale. Il suffit de m'appeler et puis on voit ça ensemble. Et quand même, j'ai quelque chose sur le cœur que je veux absolument vous dire, et je me demandais si je le disais ou pas. Vous savez, souvent, certaines personnes, il ne faut pas trop leur en vouloir, certaines personnes
terminent leur phrase en disant « mais je ne suis pas un gogol », alors il faut qu'ils arrêtent. D'accord. Bon après-midi. Je voudrais que notre ami Bruno Le Maire se joigne à nous. Le voilà. Je vous en prie. Ah oui, j'en sais rien. Hein. Bon, alors je vais me mettre là, vous allez voir. Je me déplace. Bon, c'est toujours très difficile de prendre la parole d'une part en début d'après-midi et après cette excellente intervention de Dominique Rongione qui nous reçoit ce soir et je tiens encore à le remercier. Bon. Ceci étant dit, cet après-midi, comment va-t-on l'organiser? Vous avez en réalité deux, tables rondes. La première sur l'accessibilité et l'intégration, parce que je sais qu'on va être le sujet sera plus large que ce qui avait été prévu à l'origine. Et la deuxième table ronde portera sur la vie amoureuse et la sexualité. Alors, en ce qui concerne la table ronde sur le bien-être, l'accessibilité et l'intégration, vous allez avoir deux interventions et deux participants de très grande qualité. Cécile Dupas, présidente de Trisomie 21 Loire et vice-présidente de Trisomie 21 France, et Bruno Le Maire, qui est secrétaire général de l'UNAPI et ADAPI du Rhône. Pardon ? Seulement le Rhône ? Bon, d'accord. Alors, uniquement l'ADAPI. Bon, pardon. Voilà. Donc, je vais leur laisser la parole. Nous allons parler du bien-être, de l'accessibilité et de l'intégration. Donc, sur ce sujet, j'ai l'impression, après avoir discuté quelques minutes avec Cécile Dupas, elle m'a dit « ce sujet est beaucoup trop étroit ». Donc, il est important que vous nous donniez une dimension plus importante sur ce sujet. Et je vous laisse tout de suite la parole pour que vous puissiez nous donner votre propre, conception de l'accessibilité au sens large du terme. Oui, alors c'est surtout Monsieur Le Maire qui va parler d'accessibilité. Oui. Moi, je vais situer les choses sur un plan un peu plus large, en introduction en fait de toute l'après-midi, plutôt. Donc, je ne sais pas, la première diapositive, il faut que ce soit moi qui les fasse passer, non? Ah oui. Faut que j'aille là-bas. Non, mais je vais y aller. Vous me dites sinon. Voilà, donc pour introduire l'après-midi, d'abord ce matin on a parlé médecine, on a parlé sciences. Moi je voulais partir de la définition de la santé qui a été donnée par l'OMS et qui dit que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et j'ai voulu me focaliser sur la notion sociale, la dimension sociale de ce bien-être. Donc le bien-être social, c'est une notion qui peut être relativement vague et large. Donc je vais me focaliser sur deux points
qui sont les relations et les interactions sociales et le rapport à l'environnement, et essayer de voir quels sont les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour favoriser ces deux aspects afin d'améliorer le bien-être social des personnes avec une trisomie. Alors, je vais partir du cadre législatif, je n'y resterai pas très longtemps, je vous rassure, mais ça permet quand même de poser un peu les choses. Donc, dans le cadre législatif, la première loi à laquelle je vais faire référence, c'est la loi de février 2005, et notamment à 3 des points qu'elle évoque. Le premier point, c'est la désinstitutionnalisation. Il faut toujours prendre son élan avant de le dire, c'est un peu compliqué. Donc, c'est essayer de favoriser le plus possible l'accès au milieu ordinaire pour les personnes en situation de handicap, donc pour les personnes avec une trisomie en ce qui nous concerne aujourd'hui. La notion de compensation, la compensation sert à corriger l'inadéquation causée par la situation de handicap, l'inadéquation entre la personne et son environnement. Et puis le troisième point qui me semble important dans la loi de février 2005, c'est la prise en compte de l'environnement qui découle du point précédent. C'est-à-dire l'idée que la personne est dans un réseau d'interactions à tous les niveaux, que ce soit des interactions proches, la famille, les rééducateurs, les éducateurs, mais aussi plus lointains, les interactions avec, allons jusqu'au bout, le monde politique et les décisions politiques qui peuvent être prises. L'autre dimension du cadre législatif, c'est la Convention des Nations Unies. Donc là aussi, j'ai choisi simplement quatre articles à vous communiquer parce qu'il me semble important. L'article 9 qui traite de l'accessibilité, donc je ne vais pas trop parler de l'accessibilité puisque Monsieur le maire va le faire. L'article 19 qui évoque l'autonomie et l'inclusion dans la société. Je reviendrai tout à l'heure sur le terme inclusion. L'article 21, liberté d'expression et d'opinion et accès à l'information. Et l'article 29 sur la participation à la vie politique et à la vie publique. Voilà, c'est pour le cadre législatif, je m'arrêterai là. Donc le premier point qui me semble important d'expliquer un petit peu, c'est ce passage qu'on est en train de vivre en ce moment depuis la loi de 2005. On passe d'une logique d'intégration à une logique d'inclusion. Alors ce changement d'intégration à inclusion n'est pas qu'un changement de terme, un changement de mots. Derrière les mots, il y a bien des sens très précis. Et c'est plutôt un changement de point de vue qui nous est proposé par cette notion, par ce concept d'inclusion. Quand on parlait d'intégration, on se plaçait du point de vue de la personne, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'intégrer la personne dans la société, dans le milieu ordinaire, dans l'environnement. Quand on parle d'inclusion, on parle plutôt de rendre l'environnement inclusif. D'ailleurs, plutôt que inclusion, on parlera d'environnement ou de société inclusive. Ce qui veut dire qu'il va s'agir d'adapter, d'ajuster, de modifier, de peser sur l'environnement pour que la personne en situation de handicap, la personne avec une trisomie, y trouve sa place. Donc c'est effectivement un changement de point de vue. On est en train aussi de passer du concept d'autonomie à celui d'autodétermination. C'est-à-dire que l'objectif de l'accompagnement des personnes ne va pas être seulement l'accès à l'autonomie, mais bien l'accès à une démarche d'autodétermination. Je ne pense pas qu'on accède à l'autodétermination. Je ne sais pas parmi nous qui aujourd'hui peut se dire qu'il est totalement autodéterminé. En revanche, l'intérêt est bien de rentrer dans cette démarche d'autodétermination. Alors peut-être juste une petite diapo pour faire un peu le point sur ce qu'est l'autodétermination, essayer de donner une ébauche de définition de l'autodétermination. Donc l'autodétermination, c'est être dans une démarche d'abord d'autodétermination, comme je vous le disais, c'est pouvoir se connaître pour avancer dans sa propre vie, en déléguant parfois, mais en agissant toujours, ce qui veut dire qu'on peut être dans une démarche d'autodétermination, ça ne veut pas dire qu'on fait les choses forcément toujours tout seul, mais on est bien en capacité de demander de l'aide, de savoir à qui demander de l'aide sur ce qu'on a envie de faire. Agir ne se limite pas seulement à des actes concrets, cela consiste également à pouvoir s'exprimer
verbalement ou non, et donner un sens à ses propres aspirations. Donc j'ai mis en gras s'exprimer et donner un sens. L'autodétermination, c'est donner un sens, faire en sorte que la personne ait conscience d'une part de ses compétences, qu'elle ait conscience des choix qu'elle fait, qu'elle ait conscience des difficultés et qu'on puisse mettre en place autour d'elle tout ce qui va lui permettre de rentrer dans cette démarche d'autodétermination. Donc l'autodétermination, c'est être autonome, mais pas seulement, c'est faire des choix en conscience, donc cette notion de prise de conscience, sans influence indue. C'est quelque chose de difficile. À quel moment l'influence devient-elle indue? On est tous sous influence. À quel moment cette influence, elle est indue? Avoir conscience de pouvoir peser sur sa vie et sur son environnement. Donc vous voyez, là, on voit bien apparaître la notion d'inclusion dans l'environnement. Alors, être dans la démarche d'autodétermination implique, comme je l'ai dit tout à l'heure, un changement de positionnement sur ce petit schéma. Il y a des tas d'autres schémas, celui-ci est relativement simple, c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est le schéma de coopération de Serge Ebersold. Il a l'intérêt de montrer que la personne n'est plus au centre. C'est plus comme dans le schéma d'intégration, la personne était au centre comme une cible qui était le focus de toutes les attentions. Là, ça n'est plus la personne, c'est le devenir de la personne ou le projet de la personne qui est au centre. La personne, elle est un des acteurs, un acteur privilégié, mais un des acteurs. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la personne, elle est en interaction avec les autres membres de son environnement, que ce soit sa famille, que ce soit ses rééducateurs, que ce soit l'équipe soignante, que ce soit l'école, éducation nationale. Voilà, donc je trouve que ce schéma de coopération montre bien le changement de positionnement dont je vous parlais tout à l'heure, le changement de point de vue. Alors pour revenir et faire le lien, pour montrer que je n'ai pas perdu mon sujet, revenir sur la finalité de l'autodétermination. La finalité de l'autodétermination, elle a été énoncée par Wemeyer, qui a théorisé l'autodétermination en 1996, et qui dit que la finalité, c'est l'amélioration de la qualité de vie. Donc on est bien ici dans la question du bien-être social. Alors, tout ce que je viens de vous dire là, forcément, va avoir une incidence sur la façon dont les personnes avec une trisomie sont accompagnées par nos associations. Quand je dis nos associations, c'est au sens large, association Trisomie 21, mais pas seulement. De notre côté, on a défini 3 grands axes de travail à partir de 3 principes. Le premier, c'est le principe de choix. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut mettre la personne en situation de choisir ce qui la concerne, ce qui concerne sa vie, sans influence exagérée, sans conflit de loyauté exagéré. Le deuxième principe, c'est le principe de participation. On a parlé tout à l'heure d'agir, d'être acteur. Il faut que la personne soit capable, si elle le souhaite, de prendre des décisions et surtout d'avoir la conscience qu'elle peut prendre des décisions. Si elle ne veut pas les prendre, ce n'est pas un souci, mais qu'elle ait conscience que cette possibilité existe. Et le troisième principe qui découle des 2 autres, c'est l'expression. Quand on fait un choix, il faut pouvoir l'exprimer. Quand on veut participer, il faut pouvoir le dire. Donc, il va falloir s'efforcer de favoriser la prise de parole. Donc, je crois qu'on rejoint ce que va dire Monsieur le maire après. Favoriser la prise de parole et favoriser la compréhension. Il faut comprendre l'environnement pour pouvoir y participer. Tout ça nous amène donc à la participation. Les axes de travail que j'ai définis dans la diapo précédente, ils vont nous permettre de rendre effective cette participation citoyenne. La participation citoyenne, c'est bien avoir accès à son environnement et pouvoir peser dessus si tel est notre choix. Alors c'est la question de l'accès aux droits. Aujourd'hui, comme on l'a vu tout à l'heure, la loi nous garantit aux personnes en situation de handicap un certain nombre de droits, les mêmes droits que nous, les droits communs. Maintenant, reste à savoir comment cet accès aux droits peut se faire et comment nous, associations, nous pouvons accompagner les personnes dans cet accès aux droits.
Alors évidemment, tout ce que je viens de dire jusque-là, que ce soit les concepts d'inclusion ou d'autodétermination, impactent forcément nos orientations associatives. Donc là, je vais parler un peu plus de trisomie 21, puisqu'on parle de ce qu'on connaît, hein, mais je pense qu'on se rejoint sur beaucoup de points. Donc les orientations associatives et bien sûr le fonctionnement associatif. C'est-à-dire quand on part du principe qu'on n'est plus dans l'intégration mais qu'on est dans l'inclusion, qu'il faut peser sur l'environnement, les associations vont jouer un rôle par rapport à cet environnement aussi. Les associations vont être un des acteurs qui était dans le schéma d'Ebersol de tout à l'heure. On peut rajouter les associations. Et puis ça va modifier forcément, puisqu'on impacte les orientations associatives, ça modifie forcément les accompagnements qui sont mis en place dans les services ou dans les établissements qui accompagnent les personnes. Donc pour nos associations, il va s'agir de favoriser un certain nombre de choses, notamment favoriser des situations d'autodétermination. Pensez effectivement que si on veut que les personnes puissent entrer dans une démarche d'autodétermination, il faut leur en donner les opportunités. Il faut essayer de les mettre le plus souvent possible dans des situations où elles peuvent exercer cette autodétermination. Favoriser aussi l'accessibilité. L'accessibilité, c'est l'outil indispensable pour rendre l'environnement inclusif, pour adapter cet environnement. Donc là aussi, on en parlera tout à l'heure. Et puis favoriser la représentation. La représentation, alors j'ai mis entre parenthèses auto-représentation ou pair-représentation. Monsieur le maire m'a dit qu'il allait aussi évoquer ces sujets. L'auto-représentation, c'est la capacité qu'a une personne, si elle le souhaite, si tel est son désir, de parler en son propre nom, de se représenter. La pair-représentation, c'est la possibilité de représenter ses pairs. Donc pour une personne avec une trisomie, de représenter d'autres personnes avec une trisomie. Alors juste une diapo sur l'accessibilité, hein, je vous rassure, je ne prends pas votre place. Non, je pense pas. Donc la question de l'accessibilité, simplement, la Convention des Nations Unies fait allusion à un aménagement raisonnable, c'est-à-dire la nécessité pour la société de faire les ajustements nécessaires et appropriés pour que, justement, les personnes en situation de handicap puissent peser sur leur environnement et aient accès à cet environnement. Alors, j'en ai simplement cité deux, donc le facile à lire dont on va vous parler tout à l'heure, et puis la communication multimodale. Ce matin, quelqu'un parlait des tablettes. La communication multimodale, c'est mettre en jeu dans la communication plusieurs modes, c'est-à-dire l'écrit, mais aussi la vidéo, par exemple, mais aussi les voix off, enfin mettre en jeu tout un certain nombre de modes de communication qui vont permettre à tous de communiquer suivant les compétences qu'ils ont. Et nous, on est en train de se dire sur Trisomie 21 que les tablettes sont effectivement un outil extrêmement intéressant parce que visiblement très intuitif, et bon, facilement utilisable, plus facilement utilisable qu'un ordinateur par les personnes. Et donc, on est en train de réfléchir à mettre un certain nombre d'informations sur des tablettes. En tout cas, sur l'accessibilité, je pense qu'on vous le redira après, mais l'important, c'est d'être inventif et d'imaginer toutes sortes de supports, de moyens, d'imaginer, d'inventer. Et puis, il y a la notion de conception universelle, que les personnes à mobilité réduite connaissent bien, mais qui concerne aussi les personnes avec une déficience intellectuelle. C'est l'idée que lorsqu'on conçoit quelque chose, on le conçoit d'emblée pour qu'il soit accessible à tous, et non pas accessible à la majorité, puis après on fait des adaptations. Tout ce que je viens de vous dire là, comme je l'ai déjà évoqué, implique une modification du fonctionnement associatif, c'est-à-dire qu'il s'agit pour nous aussi de rendre nos associations inclusives. Alors les rendre inclusives en termes de compréhension, en termes d'accessibilité, que nos associations puissent fournir aux personnes que nous accompagnons des espaces d'expression, et puis surtout que nos associations adaptent, modifient le rythme du fonctionnement. On sait bien que pour les personnes avec une trisomie,
Le rythme n'est pas forcément le même. Donc il faut aussi que nos associations apprennent à fonctionner sur un rythme différent, adapté. Tout ça nous permettra, dans nos associations, de favoriser la participation. Donc il y a plusieurs types de participation. J'ai noté ici la participation aux instances associatives. On peut penser par exemple à des personnes qui se représentent ou qui représentent leur père dans des conseils d'administration, par exemple. La participation aux instances des services, participation à des CVS, à des comités de pilotage, tout ça sont des choses à mettre en place, qui sont difficiles à mettre en place, qui demandent, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'inventivité, mais qui fonctionnent, à condition qu'on suive bien ce principe que j'ai énoncé au début, c'est l'environnement qui s'adapte et qu'on ne cherche pas à amener les personnes sur notre terrain à nous, mais qu'on essaie bien d'adapter ce qu'on fait à ces personnes. Donc ça peut passer, par exemple chez nous, ça passe par la constitution de groupes de réflexion mixtes, c'est-à-dire comportant des personnes en situation de handicap, des personnes avec une trisomie ou des personnes non porteuses de trisomie. Ça peut être des groupes de travail sur des sujets tout à fait différents. Ça peut être aussi, sans être aussi sérieux, ça peut être des groupes qui participent à l'organisation de manifestations festives. Voilà. Et puis, ce qui me tient un peu à cœur en ce moment, c'est les groupes d'autoreprésentants. Donc, les groupes d'autoreprésentants, c'est de faire en sorte que les personnes elles-mêmes puissent s'organiser entre elles avec l'aide de facilitateurs. Et ces groupes, à mon avis, sont une richesse et sont un support extrêmement important pour la participation des personnes, par exemple dans un conseil d'administration. C'est difficile pour une personne d'arriver dans un conseil d'administration, on parle de choses qui sont parfois compliquées, même pour des administrateurs non porteurs de trisomie, et qu'il existe en amont des groupes d'autoreprésentants dans lesquels le conseil d'administration puisse être discuté, l'ordre du jour peut être discuté, les personnes peuvent s'emparer d'un certain nombre de points à l'ordre du jour dont elles pourront discuter, qu'ensuite dans ces groupes on puisse faire le point, faire le retour du conseil d'administration, voir ce que ça a pu apporter. Voilà, ça me semble important. Le conseil d'administration n'étant qu'un exemple, hein, on peut transposer ça à d'autres situations. Voilà, et pour conclure, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est pour ça que c'est la dernière diapo en ce qui me concerne, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est qu'on travaille à ces notions de pair-représentation et d'auto-représentation. Pour ça, il faut très certainement qu'on aille chercher, hors du champ du handicap, qu'on aille chercher des personnes, des gens qui nous proposent des stratégies participatives, qui nous initient à des modalités, à des modes participatifs pour animer un débat. On n'animera pas un débat de la même façon si des personnes avec trisomie participent ou pas. On n'animera pas de la même façon un débat qui ne comporte que des personnes avec une trisomie. Donc, allons chercher ailleurs, allons voir ce qui se fait et essayons de trouver des méthodes qui correspondent à ce type de public et qui rendent leur participation possible et effective surtout. Voilà. En conclusion, il me semble que dans nos associations, je pense que c'est vrai pour l'UNAPI de la même façon, d'après ce que je vois et ce que je lis, je pense qu'aujourd'hui, on est à un palier dans l'accompagnement et dans la prise en compte des personnes en situation de handicap intellectuel, des personnes avec trisomie en particulier. On est vraiment dans un changement de point de vue, dans un changement dans la façon dont on les considère et qui vont s'emparer de leur place. Et je voudrais dire aussi qu'il ne faudrait pas que ce travail apparaisse comme élitiste et ne concerne qu'une petite poignée de personnes qui auraient, entre guillemets, des compétences et que d'autres n'y auraient pas accès. Le travail des associations, c'est aussi de faire que ça soit vrai pour tous. Chacun selon ses désirs d'abord, tout le monde n'a pas envie d'aller participer à un CA et on peut le comprendre, donc selon ses désirs et selon ses compétences. Et après, à nous de mettre en place autour ce qui est nécessaire pour que ça se fasse. Mais partons bien du désir, du souhait de la personne et du respect de ses droits. Voilà, je vous remercie. Merci et bravo pour cette présentation synthétique
sur les droits des trisomiques et sur cette recherche constante de leur liberté en leur laissant une capacité de choix. Ce qui m'a paru intéressant, et on y reviendra certainement au cours de la discussion, c'est que Cécile Dupin a également évoqué les problèmes de gouvernance de nos associations pour que cette gouvernance soit adaptée à la spécificité des trisomiques. Donc je crois que c'est un élément sur lequel nous reviendrons par la suite. Je vais demander maintenant à Bruno Le Maire de nous faire sa présentation sur l'accessibilité et ensuite j'ouvrirai le débat pour que vous puissiez poser des questions et que nous puissions évoluer sur ce sujet. Merci en tout cas pour votre présentation. Bruno, je vous laisse. Merci pour votre présentation et puis je peux vous dire que j'adhère totalement à tout ce que vous avez dit. Nous en avions vaguement parlé auparavant et nous sommes tout à fait d'accord. Merci. Mais le débat n'est pas clos, rassurez-vous. Il y a 3 ans, vous m'aviez demandé d'intervenir pour présenter les mesures de protection juridique concernant les personnes handicapées. J'avais intitulé mon intervention « Protection juridique et autonomie ». Aujourd'hui, vous m'avez demandé d'intervenir dans le cadre de l'accessibilité. Cela se rapproche de l'autonomie, sujet que je vais aborder différemment par rapport à ma précédente intervention, évidemment. Qu'est-ce que l'accessibilité pour une personne handicapée mentale ? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Je peux vous dire que, faisant de la sensibilisation, on l'entend partout. Jusqu'à ces derniers temps, nous assurions la promotion du pictogramme S3A, que vous avez derrière moi, en mettant en avant le service et l'accompagnement rendu à la personne. Aujourd'hui, s'agit-il de lui permettre d'accéder à tout le 1er janvier 2015, comme ça devrait l'être, comme la loi de 2005 cherche à l'imposer, ou s'agit-il de lui permettre de comprendre des informations mises à sa disposition, informations qui lui permettront cet accès. Tel est l'objectif du langage que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, dénommé « Facile à lire et à comprendre ». Je vous prie de bien vouloir excuser notre association, car j'avais prévu d'être accompagné par l'une des personnes qui a participé à la rédaction à Lyon du texte que je vous proposerai à la fin. Il y a 1 an, j'aurais réussi à persuader cette personne à venir avec nous, car il y a 1 an, on était persuasif encore. Mais aujourd'hui, nous les écoutons et les laissons prendre leurs décisions tout seuls. Et nous sommes samedi après-midi, et vous comprendrez fort bien qu'ils ont une vie ailleurs qu'ici. C'est ce qu'ils m'ont répondu. Donc on les écoute. Je voudrais vous citer les bonnes intentions émises par le Premier ministre dans sa conclusion de la concertation sur l'accessibilité. La promotion du français facile à lire et à comprendre. Le discours de politique générale du Premier ministre et plusieurs documents de la ministre déléguée en charge du handicap, Mme Carlotti, ont été retranscrits pour être accessibles aux personnes handicapées mentales. Le 21 février 2014, les directions de la communication des différents ministères ont été à leur tour sensibilisées à l'accessibilité de l'information. Ils ont bien été sensibilisés, mais on est loin de le voir. À la fin, je propose un petit exercice et vous verrez ce que ça peut donner. Donc, le facile à lire et à comprendre. Ça doit être là. Voilà. C'est un langage qui permet, alors ça va peut-être surprendre certains, à ceux qui savent lire de comprendre le texte facilement. Un certain nombre de nos enfants savent lire, donc ils peuvent comprendre le texte tout seuls, et à ceux qui ne savent pas lire, de comprendre le texte facilement lorsqu'il leur est lu. C'est une définition qui est relativement simple. Ça se voit peut-être pas bien. Enfin, nous, on a peut-être un contre-jour. Ici, on le voit bien. Alors, parfait. Mais attention, c'est un document qui est fait pour être lu. Il peut être agrémenté d'images comme des photos, des dessins ou des pictogrammes, mais ça ne fait pas partie du langage et peut même gêner de temps en temps la compréhension. Pourquoi ? Parce que les pictogrammes peuvent être interprétés de manière différente aussi. Donc, ce n'est pas forcément un facilitateur. Il est représenté, le texte, lorsqu'il est en facile à lire et à comprendre. En principe, il y a toujours ce petit logo qui intervient, qui permet de le connaître. C'est la propriété d'Inclusion Europe. Vous disiez qu'il fallait faire des appels extérieurs. Là, c'est au niveau de l'Europe que ce langage se développe. Son utilisation est libre, mais nécessite le respect des indications fournies par Inclusion Europe, ce qui semble tout de même logique. Et tout ça est disponible sur le site que je vous indique, www.inclusion-europe.org. Pourquoi... Ah, il n'était pas passé, j'étais en retard. Pourquoi avoir choisi ce langage ?
On en revient à la même chose, je vais être très rapide, vous l'avez dit tout à l'heure. La loi de 2005, l'égalité des droits et des chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées. En résumé, quand on parle d'accessibilité, c'est l'accès à tout pour tous. Et la Convention des Nations Unies, signée par la France en 2010, alors qu'elle avait été ratifiée en 2006. La France a tout de même mis 4 ans à la signer. C'est un fait qu'il faut peut-être dire. Avec les articles 2, conception universelle, qui donnent des définitions, vous en avez donné tout à l'heure, l'article 9, qui donne la définition de l'accessibilité pour tous, et l'article 21, qui traite de l'information et de la liberté d'opinion. Je ne vous les reprends pas, vous les connaissez pour la plupart d'entre vous tous, autrement, vous les retrouverez sur la Convention. Je les avais pris, mais enfin, je pense que ce n'est pas la peine de vous les lire. Tous les textes doivent être écrits avec la participation des personnes handicapées et intellectuelles. Donc on se retrouve là, c'est automatiquement avec la participation des personnes handicapées. Elles connaissent leurs besoins, elles doivent bénéficier de l'accompagnement d'une personne de soutien, bénévole ou professionnelle. Il faut les aider à le faire, car bien souvent, elles ne sont pas prêtes à le faire. C'est là où il y a des petits problèmes. Comment? Alors la première chose ne va pas vous surprendre. Organiser le document. Identifier les informations nécessaires au message. C'est-à-dire commencer par préparer et réfléchir le message que l'on cherche à faire passer, d'où organiser le document. Chacun d'entre nous fait des comptes rendus ou des prestations, et c'est donc le faire. Sur le fond, la procédure est identique à celle que nous utilisons, mais elle est plus poussée pour aller à l'essentiel. Oui, je le rapproche, je me suis rendu compte que ça n'allait pas assez bien. Merci. Donc, je pense que chacun d'entre nous, ça, y pense tout seul. Ensuite, identifier les informations par importance. C'est un premier travail qu'il faut commencer à faire, c'est-à-dire classer les différentes choses que l'on veut dire par ordre d'importance. C'est aussi dans l'organisation. Classer les informations dans un ordre facile à comprendre, ça c'est la suite. Et suivre un fil conducteur, c'est-à-dire ne pas sortir de son fil. La personne handicapée, elle suit son fil conducteur. Si on en sort, elle est perdue. Comment toujours? Alors là, c'est plus pratique. Utiliser des mots simples. Ça paraît évident comme ça. Mais je vais vous poser un exemple. Le mot « père », pour vous, qu'est-ce qu'il veut dire? On parle. C'est un mot qui a plusieurs sens et qui pose problème. La personne handicapée a dans la tête un sens de ce mot, n'a pas forcément l'autre sens. Donc c'est là où est tout le problème. Vous le comprenez parce qu'il y a le contexte autour qui vous le permet de l'utiliser. Mais père, ça s'écrit effectivement P-E, accent grave, R-E, P-A-I-R, on l'a vu tout à l'heure, P-A-I-R-E, et j'en oublie certainement. J'ai déjà pensé à tout cela. Il y a le chiffre aussi, le nombre pair. Oui, non, mais il y a des tas de choses pour le même mot, et c'est un mot d'usage courant. Utiliser des phrases courtes. Par exemple, on était ce matin dedans, les médecins ont trouvé un nouveau virus qui ressemble à celui de la grippe. Il n'est pas sur la grippe. Remplacé par les médecins ont trouvé un nouveau virus, il ressemble à celui de la grippe, ou les médecins ont trouvé une nouvelle maladie comme la grippe. On ne rentre pas dans les détails, on donne l'essentiel de l'information. Parler directement aux personnes, ça c'est quelque chose qui est primordial et qu'on fait dans toutes les sensibilisations. Employez le vous, utilisez les prénoms et surtout vous adressez à la personne et non pas à son accompagnateur. Utilisez le présent plutôt que le futur ou le subjonctif. Nos enfants, la plupart du temps, ils n'ont pas la notion du temps. Donc le futur, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Par contre, si on leur dit que ça a lieu maintenant, ils comprennent. Et si on leur dit « il faudrait que », alors là, ils sont encore plus paumés. Donc utilisez le présent. Conjuguer le verbe. Un autre exemple, Marie voudrait aller au cinéma, remplacé par Marie veut aller au cinéma. Nous, on met des formes, on met voudrait, eux, ils veulent aller au cinéma, c'est beaucoup plus simple. Pour le futur ou le subjonctif, j'avais pris un exemple, je ne l'ai pas donné. Marie voudrait partir en vacances. Elle voudrait que cela puisse se réaliser cet été. Remplacé par Marie veut partir en vacances cet été. C'est pas compliqué, mais c'est tout un état d'esprit qui est différent.
appeler les personnes par leur prénom, on l'a vu. Utiliser des phrases positives plutôt que négatives. Ça, c'est aussi très général, mais on aime bien en France négativer 2 fois les choses pour les rendre positives. C'est un fait, hein. Par exemple, vous ne devriez pas partir avant la fin de la journée de trisomie 21. C'est évident, ça. Hein. Et on remplace par « nous vous conseillons de rester jusqu'à la fin de la journée de trisomie 21 ». C'est pas plus compliqué, et c'est la réalité. Je pense que c'est nécessaire de rappeler ça, n'est-ce pas, monsieur Richard? Donc voilà un petit peu des exemples. Hein. Ça, c'est sur la rédaction du document. L'écriture du document. Alors là, les exemples sont plus difficiles. Vous verrez que j'étais le premier à ne pas le réaliser dans mon PowerPoint. Utiliser une police claire, Arial ou Tahoma ou Calibri. C'est le cas puisque j'ai utilisé Arial là. Sur les polices les très utilisées, les plus courantes, qui sont les plus rondes et plus faciles à lire. Hein. Un corps, 14 au minimum. Ils ont besoin que ce soit très clair et relativement gros. Alors que nous utilisons, nous, dans nos comptes rendus, la plupart du temps, des corps 11 ou 12. Italique. Nous les utilisons pour faire des différences. Eux ne comprennent pas les différences qu'il y a. Ne pas souligner. C'est ce qui est dans la méthode. Là, je ne vais pas vous dire pourquoi. Majuscule. Ils ne comprennent pas un mot qui est tout en majuscule, puisqu'ils ont l'habitude des minuscules. Ils sont beaucoup plus habitués des minuscules. Donc, un mot, il faut le mettre avec la première lettre en majuscule et les autres en minuscule. Noir. Je vous disais que je n'avais pas tout utilisé, hein, justement. Nous utilisons souvent pour faire des économies, nous, parce qu'on fait beaucoup de tirages derrière et que l'impression en noir est tout de même moins chère que l'impression en couleur. Dans le cas qui nous occupe, le noir est préféré car plus lisible. Eux, ils le lisent beaucoup mieux en noir qu'en couleur. Je ne l'ai pas respecté pour faire ce diaporama. Hein. Alignement à gauche. Nous utilisons souvent les justifications à droite et à gauche, c'est-à-dire un caractère qui est aligné un texte qui est aligné de 2 côtés. Pour nous, c'est plus agréable à l'œil. Pour eux, ce n'est pas le cas. On coupe une phrase à la fin de la respiration. Donc, on la coupe à cet endroit-là, et le bout de la ligne reste tel quel. Hein. Alors, les travaux pratiques que je vous propose, c'est quelque chose que vous devez connaître, je pense, puisque c'est la Charte des droits et de liberté de la personne accueillie. L'article 3, le voilà. Il est écrit volontairement un petit peu plus petit qu'il ne faudrait. C'est le droit à l'information. La personne bénéficiaire de prestations ou de services a un droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandé ou dont elle bénéficie, ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de la prise en charge ou d'accompagnement. C'est déjà pour nous pas si simple. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même domaine. La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative. Vous, je pense que vous comprenez parfaitement bien. Avec le métier que vous exercez, ça ne va pas poser de problème. Mais je ne sais pas si tout le monde comprend bien le texte. Hein. Alors, j'ai recherché plusieurs choix qui m'ont été proposés, qui ont été faits par des personnes handicapées elles-mêmes. La première proposition que je vous fais, elle a été faite par des travailleurs des AT qui sont concernés eux-mêmes. Donc vous allez voir un petit peu comment elle se présente. Article 3, le travailleur doit être informé. Le travailleur doit connaître ses droits. Il a droit à une information claire. Le travailleur doit comprendre le fonctionnement de l'ESAT. Le travailleur doit connaître les autres associations de travailleurs. Le travailleur doit pouvoir accéder aux informations qui le concernent. Ça, c'était pour faire d'une manière générale. Et quand ils l'ont fait plus personnalisé, il y a une seconde solution qui a été celle-ci. On emploie le « je » à ce moment-là. Je dois être informé de mes droits. À mon arrivée dans les AT, le directeur doit me donner et m'expliquer 4 documents, la charte des droits et libertés, le livret d'accueil, le règlement de fonctionnement de l'ESAT, le contrat de soutien d'aide par le travail ou le contrat de séjour. J'ai le droit d'avoir des explications sur mon accompagnement. J'ai le droit de demander des explications et de l'aide sur mon dossier administratif et médical. Tout ça, ils en sont conscients, c'est eux qui l'ont écrit. Hein, ils l'ont pris à partir du texte qui existait et ils l'ont transformé comme ça. C'est tout de même beaucoup plus simple que ce qui était marqué dans la première chose que je vous ai lue.
Voilà l'exemple que je voulais vous présenter. Par contre, il y a des choses qui ont été faites. Au niveau de l'UNAPI, nous avons autour de nous une association qui s'appelle Nous aussi. Cette association Nous aussi, elle est constituée par des personnes handicapées. Il vient d'y avoir le 14 mars les journées de l'autoreprésentation. Tout le programme a été fait en facile à lire et à comprendre. Je ne l'ai pas pris là, mais vous pourrez le trouver sur Internet. Vous tapez Nous aussi journée autoreprésentation, vous le trouverez. Il est tout destiné comme ça. Et il y a une seconde chose qui vient de sortir aussi, toujours fait par cette association, avec l'aide d'une banque, le mode d'emploi de la banque en facile à lire et à comprendre. C'est très très bien fait. Alors, il est agrémenté de pictogrammes, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et quand on le lit avec eux, il y a des moments où les pictogrammes, ils ne les comprennent pas. Donc, ce n'est pas l'essentiel, le pictogramme. L'essentiel, c'est le texte en lui-même. C'est écrit de manière simple, hein. Un outil pour une vie quotidienne plus simple. À quoi sert la banque? Ouvrir un compte bancaire. Les différents moyens de paiement. Il y a les cas qui sont traités sous tutelle ou sous curatelle, ou sous rien du tout, sous aucun mandat de protection. Les différents moyens de paiement. La sécurité des moyens de paiement. Gérer mon argent. Conseils pour gérer mon argent. Économiser, emprunter. Bon, c'est eux qui l'ont fait avec le crédit coopératif. C'est disponible aussi sur Internet avec accès libre. Je vous conseille d'aller le chercher, c'est quelque chose qui est très très pratique. Voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire sur ce qu'on fait pour donner la parole aux personnes handicapées. Mentales en ce qui me concerne, trisomiques en ce qui vous concerne. Voilà. Merci. Merci Bruno Le Maire pour cette présentation. Et je dois dire que si j'avais entendu vos deux interventions, nous aurions dû commencer par l'accessibilité qui est en fait un mode de communication avant de parler des problèmes d'autodétermination qui est la deuxième étape après une bonne communication. Alors maintenant, nous allons passer un peu aux questions. Moi, pour ce qui me concerne, je suis parent d'enfants trisomiques et je suis également vice-président d'une association d'handicapés qui représente 200 résidents. Monsieur Mikoulou, qui, je ne sais pas où il est, mais il pourrait prendre ma place parce nous travaillons dans la même association. Mais mon enfant ne travaille pas dans cette association. Donc il y a une parfaite distanciation entre l'association et moi-même. Donc j'aimerais revenir d'abord sur les problèmes de relation entre l'handicapé et son environnement, et ensuite parler de la gouvernance, ou parler avec vous de la gouvernance des associations pour faciliter cette recherche d'inclusion et d'autodétermination. Voilà, si vous en êtes d'accord. Donc sur les problèmes de communication, est-ce que vous avez